Tiens. Toutes ces minutes, même mon caillou a du mal à assimiler tout le savoir partagé dans cette vidéo. Alors n'oublie pas de t'abonner pour que mon nombre d'abonnés augmente, liker la vidéo pour que le nombre de likes sur la vidéo augmente, partager pour que le nombre de partages augmente. Prends une grosse rame de papier pour toutes les notes que tu devras prendre. Et surtout, bon visionnage. Les gars, bienvenue. Je suis trop content de relive un peu là. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. J'étais avec Fafa HEC, intégré en même temps en 2019 et on a diplômé l'année dernière. En 2022, moi j'ai créé une classe prépa avec mon ancien prof d'éco. C'est donc moi que Fafa utilise comme hook de directeur de prépa. Donc si mon directeur de prépa, c'est sûr que dire deux gars d'HEC vous répondent, ça sert à rien. Alors que dire un gars d'HEC et un directeur de prépa, tout de suite ça intéresse. Aujourd'hui, comment ça va se passer? Discuter de vos ressentis sur les concours. Peut-être aussi Simon pour apporter son expertise puisqu'il a des retours directs avec ses étudiants. Et ensuite de parler de la suite parce que après les écrits, il y a les oraux. Je veux bien avoir votre avis sur genre l'ouverture à l'italienne, des sujets comme ça. Bon, Simon, du coup, c'est quoi le ressenti sur ces concours? Est-ce qu'ils sont plus durs? Pas trop dur? C'est quoi le ressenti général? Même si je doute qu'il y ait des années où les gens se disent en vrai c'était tellement facile cette année. Ouais, c'est clair. En fait, là, du coup, moi, depuis ma longue carrière de trois passages de concours, j'ai l'impression que quand même chaque année, t'as toujours un truc what the fuck qui arrive, qui se passe mal, ou un sujet un peu inattendu. Donc, c'était évidemment de nouveau le cas cette année. T'as eu des maths, les maths qui étaient en plus en début de course pour la BCE qui ont frappé fort en maths. Je crois que ça a fait un peu trembler 3 personnes. Et après quelques sujets un peu surprenants, la carte sur la Chine en géopo, un sujet un peu alambiqué sur la fracture sociale en ESH et tout. Les gars, vous êtes des chiens, juste arrêtez vos trucs de Golemont, de vous abonner et tout. Il y a Simon qui parle. Merci pour le follow. Je pense que je vais désactiver les alertes. Ouais, ça fait du son. J'ai désactivé les alertes. Et la moula, merci Bushido. Non, mais c'est comme je stream jamais, les gens ils continuent de me jeter leurs piécettes là, de me donner de l'argent et donc je me sens honteux. Ah oui, là, tu reprends le leaderboard là. Ouais, pourquoi est-ce qu'il est effacé? Ah oui, c'est un par mois. Ouais, normalement c'est un par mois, mais là ça va être un dans l'absolu parce que celui qui est beau, fidèle au rinté. Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète, on va découvrir ça ensemble. Pareil, les gars, n'hésitez pas à aller vous remémorer les différents sujets parce que de toute façon, les sujets de philo et tout, on va vous les dire, hein, mais maths, ça sert à rien de vous partager l'écran. Et donc attends, maths et sec, tu dis que ça a été ça a surpris tout le monde. Ouais, j'ai pas eu le temps de regarder le sujet en détail, mais visiblement c'était vraiment compliqué. On approfondit. Non, en appli. Ah oui, honnêtement, il y a ma sœur qui a passé. C'était lequel? C'était le HEC. Il y en avait un qui était vraiment. Ils ont tout mis dans le préambule pour effrayer les élèves. Genre. Classique. Bon, arrêtez de donner votre argent là. Merci Terza. En gros, ce qui s'est passé, c'est que tu sais, souvent, pour effrayer t'as des élèves qui sont sereins. Je sais pas si le mot transcendant, si vous kiffez. Mathieu qui me parle. Mathieu aussi. Contexte, Mathieu, c'est un gars d'HEC. Mais souvent en maths, t'avais un peu des trucs, des exercices où ils prenaient un concept qui était pas forcément accessible et ils le découpaient en sous-catégories. Genre, je sais pas, après polynôme de Chebyshev, ces sujets un peu qui revenaient souvent. Et tu traitais chaque catégorie séparément. Donc ça, sur des sujets un peu complexes, c'est le meilleur moyen de perdre les élèves qui tremblotent parce que ça ressemble pas à ton cours. Et là, si tu rajoutes du sigma ou des symboles un peu chelous, tu perds énormément de gens. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est le sujet HEC. Oui, c'est ESSEC. Enfin, c'est le même. De toute façon, maintenant, sur le maths 2, ils avaient fusionné après. Maths 2, non, c'est pas le même. Ah, c'est pas le même? Si, en fait, Maths 2, de toute façon, il a toujours été commun à tous. Ah oui, ouais, là, pardon. Mais ils avaient fusionné un sujet après notre année, non? Ah, si, c'est ESSEC, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, je crois que c'est lui. Et donc, j'ai vu. Et le préambule, il fait peur. Hein. Le préambule, du coup, j'ai fait un peu de rage bait. J'ai mis en story trop facile. Ça, les gens ça m'a fait marrer. Ah oui, le train de la hype, ok. Possible d'être accepté en prépa en étant top 8 avec lycée top 2000. Déjà, c'est écrit avec AVK, c'est mort, Albin. Désolé, tu peux passer ton tour. Non, mais en vrai, y a normalement, tout le monde trouve une place en prépa. Maintenant, laquelle, c'est plutôt ça la question. Mais normalement, même au second tour, etc., tu trouveras une place en prépa. C'est un procédé classique des sujets ENS. Tu mets une intro qui fait 4 pages, qui tient un cours entier, et le sujet est fait sur ça. Du coup, nous, on a ça, mais beaucoup plus simple. Enfin, honnêtement, c'est pas à la hauteur de l'ENS. Putain, les gars, on est 40! On est 40! Je viens de voir, là, j'ai eu un pop-up, vous êtes 40. Salut à tous, respect Simon, à cet âge, directeur de prépa, te dit Samy. Merci. Écoute, heureusement, c'est pas moi qui donne les cours, mais il a plus le niveau. Les gars, en plus, je le ressens. Hein. Honnêtement, post-prépa, j'étais là, je pouvais donner des cours. Déjà, je me suis toujours refusé de donner des cours à des mecs en prépa parce que je me dis qu'ils méritent des professeurs qualifiés. Enfin, oui, j'ai passé les concours, mais j'ai jamais eu 20, tu vois. Donc,
Et Barbie, je te dis, c'est quoi le nom de la prépa de Simon? Tu veux répondre? C'est Wade, W-E-I-D. Ouais, les gars, beaucoup de gens me demandent souvent pourquoi je prononce pas le nom de la prépa de Simon. C'est parce qu'il m'a pas fait check. Donc, tant qu'il m'a pas fait check, je peux pas prononcer. Enfin, pas d'hashtag ad déguisé. Il y a Camiche qui dit C'est whoop un whoop. objet. Salut Camiche. J'espère que tu t'amuses bien. Salut Camiche. Non, mais voilà. Donc, cette année, un sujet un peu déstabilisant. J'ai pas regardé. En revanche, j'ai pas regardé philo. Ça a donné quoi? C'est quoi le sujet? Je check. Philo, HEC, t'avais, excuse-moi, pardon, les merveilles. Attends, merde, Attends. Sauver j'ai les pas fait mes images? devoirs avant de venir. C'est sauver les images? Alors, sauver les images, c'était ESSEC, je crois. Ok. Non, pardon. Ouais, t'avais EDEC ESSEC qui était le mystère des images. Ok. Donc ça, c'était chaud. C'était chaud parce que, enfin, c'était chaud et pas chaud. Hein, mais mystère, c'est évidemment pas un thème classique, Ouais. genre type la vérité, le droit. Enfin, c'est un peu tous les thèmes Un de bac, mystère, de terminale. tu dois bien le définir. Le Hein. mystère. Ouais, va définir mystère. Pas évident. Mais ceci étant, si t'as bien traité, enfin l'image c'est quand même un thème assez biblique, religieux, etc. Enfin dans tout ce que tu peux traiter pendant l'année. Donc en fait tu peux appréhender un peu le thème du mystère par ça. Mais ouais c'était un bon sujet où il fallait être bon techniquement en intro, je pense. Ouais, fallait bien. Mystère, ça vient pas de mythe. Je ne vais pas avoir la prétention de te répondre, le bot Adam. Honnêtement, je l'ai déjà dit, hein, mais Simon, il va m'incendier. Mais ma strat, moi, en philo, c'était... Bah, de toute façon, on avait parlé à Sadoun sur le podcast Première Classe, mais ma strat en philo, c'était de dégager du temps pour les maths. Donc, j'ai vraiment fait au minimum, tu vois. J'ai beaucoup appris de paragraphes. J'ai fait la strat du mec qui est pas chaud en philo et qui voulait maximiser sa note tout en dégageant du temps pour le reste. Est-ce que si j'ai de bonnes notes au bac de français, ça rattrape mes 2 trimestres de première que j'ai totalement loupé? Malheureusement, Mini, non. Ça, c'est la réponse que t'aimes pas, mais non. Le bac, ok, c'est un one-shot, mais en fait, ce qui est important, c'est tes maths, tes langues, etc. Donc, faut pas te dire ça, faut te dire, il faut que tu tabasses ton trimestre de terminale. Salut, t'en penses quoi de la ECT? Simon, toi, t'as pas d'ECT. Non. Est-ce que t'as des infos, des insights sur, en fait, ECT, à quel point c'est complexe? Moi, dans ma tête, il y a très peu de place sur les top écoles. Et elles sont pas mal trustées par les Marocains qui sont trop chauds en... En fait, le CT pour le coup, c'est une filière qui est très très chouette dans la mesure où elle est hyper en continuité avec ce que tu vas faire en école de commerce. Et c'est limite ce qui fait le plus sens, moi pour moi d'un point de vue objectif, la transition entre classe prépa et école. Du coup, ça te permet de vraiment déjà aborder les matières de l'école, mais d'un point de vue hyper académique, comme tu peux l'avoir en prépa. Donc là-dessus, pour moi j'ai un avis très positif sur cette filière qui est un peu souvent malheureusement moins mise en avant parce qu'en France on a quand même tendance à associer le bac général et qui plus est le bac scientifique comme étant la voie la plus prestigieuse et donc la prépa est quand même associée à ce lot-là et le CT du coup c'est sur des bacs technologiques mais pour autant filière très très chouette, il y a moins de monde, les épreuves sont potentiellement un peu plus techniques, tu as plus d'épreuves à maîtriser. Ça, c'est un peu la complexité de cette filière. Et après, sur les top écoles, en fait, t'as pas moins de place parce qu'en fait, HEC, typiquement, ils font l'interclassement. Donc, en fait, t'as pas de quota Non, oui, pardon. Ok, spécifique. je m'explique, mais le fait qu'il y ait des matières, en tout cas en ECS, ECS, enfin, en maths appliquées, maths approfondies, etc., j'ai l'impression que tu grattes plus des points au ladder parce que bah, tu as des matières où, en fait, les plus chauds, ils ont quadruple 20 en maths et on n'en parle plus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une idée reçue? Parce que HEC, en fait, sur une promo de 400, tu as 10 ECT, globalement. Ouais, exactement. Donc, tu vois, après, peut-être qu'il faudrait voir en fait l'effectif en France, le nombre de personnes qui passent les concours en tant que ECT, pour voir si en fait le taux est plus favorable. Je sais pas trop, mais en tout cas, faut pas se dire je vais en ECT parce que c'est enfin de toute façon, il faut avoir fait en France, en tout cas, tu peux pas faire ça. Il y a qu'au Maroc où tu peux faire une seconde générale into ECT, non? En France, t'as pas le droit de faire des trucs comme ça. Ouais. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Ok. Donc non, ok. Black You Woman, c'est mieux de prendre une école ingé du top 20 environ ou post-bac et de faire une petite prépa pour essayer de choper mieux. J'aime pas ces questions. J'aime pas des questions parce que tu me dis, tu vois, tu compares des trucs pas trop comparables. En fait, c'est plus toi, t'es prêt, qu'est-ce que t'es prêt à encaisser? La prépa, c'est beaucoup d'investissement, c'est un gros pari, mais en même temps, c'est l'assurance de repartir avec un bagage hyper solide.
Donc, est-ce que tu veux t'embarquer là-dedans, pas pour avoir mieux, forcément, mais plutôt pour toi, mieux te former? C'est plus la question qu'il faut te poser. Alors, attends, putain, j'ai un tout petit chat, en fait. Il faudrait que je le grossisse. Yes, tu peux au Maroc. Ouais, l'Olza. Au Maroc, tu peux faire ça. Non, je connais pas l'Olza. Mais moi, je suis plus à HEC, les gars. J'ai diplômé l'année dernière. Hein. J'aurais dû le dire dans le TikTok, d'ailleurs. Kujo Jotaro. Je sais très bien qui c'est. Tu penses quoi de Pierre Chartier et de Central? Ce qui me fait chier, c'est que du coup, quand les marques commencent à reprendre un truc, c'est que c'est tout de suite moins bien. Je crois que là, des Pierre Chartier, j'en vois un peu trop en parodie. Du coup, ça me fait moins rire. Alors que quand je me suis pris, c'était marrant. Tu sais, c'est le mec là avec le filtre de Chad. Tu vois, c'est quoi? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, il était bien marré. Ouais. Tu t'es pris comment ça, genre Genre, je vois quand beaucoup tu de l'as vu? parodies sur Twitter et tout, de mecs qui font semblant dans un. Bah, par exemple, Zach Nani, il l'a fait, tu vois, pour la case Ouais, ok. d'Alerie. Pour la case d'Alerie, il a fait un truc genre semaine 2004, des trucs comme ça en mode pour justifier son truc. Ce qui est gaulerie, mais au Ok, bout d'un moment, guys. tu Ok, souffres. guys. Alors lui, tu vois, je le trouve pas mauvais. Alors moi, je l'ai un peu moins dans mon feed maintenant, mais je me demandais, enfin, ça fait longtemps que je me dis, putain, il est marrant. Quand est-ce qu'il va s'essouffler? Et je trouve que quand même, il tient relativement longtemps son délire, tu vois, Mm. Il a fait versus des collabs un gars. aussi. Il a fait quelques collabs et tout, Ouais. mais il renouvelle quand même. Enfin, alors, ça s'essouffle évidemment un tout petit peu, tu vois. Mais versus un Galantir qui, lui, a plein de persos. Parce que lui, il a qu'un seul perso. Et Ouais. c'est ça Oui, mais il qui met des fait trop. intervenants, genre parfois il se transforme en sous-fifre parce qu'il y a le boss de je sais pas quoi qui lui parle. Alors... X2000. Ouais. X2000. Et ils se reconnaissent entre Avec eux, son enfin boss. c'est gaulerie. Mais après, les gars, on rigole, mais c'est presque comme ça, hein, dans la vraie vie. Ouais, non, non, mais pour le coup, moi, j'ai des potes qui bossent, enfin, chez Goldman. En l'occurrence, le gars, lui, était à la SOG. Ils disent, c'est vraiment exactement comme ça. Enfin, c'est pas tant une parodie que ça, quoi. Ouais, en mode C'est les vraiment, tons, les énorme. intonations peut-être, mais le truc de ce CV c'est poubelle, qui c'est qui m'a ramené là-dedans, des trucs comme ça, c'est vraiment comme ça. Hein. C'est plus un condensé qu'une parodie, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors attends, je regarde. J'ai été convoqué à un entretien pour les INSA. Je sais pas ce que c'est. Il y a un truc en particulier pour préparer l'oral. Dis-moi les matières en question, le botadan. Tu me dis juste INSA, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, c'est des écoles d'ingé, post-bac. Ah, ok, ok, T'as INSA Lyon, t'en as pas mal. ok, Moi, j'avoue que je sais pas du tout, ce que c'est l'oral de l'INSA. ok. Forward à la cafette, c'est réel. Salade tomate oignon, ouais, ouais. Ou RH. Ou RH, je sais pas. Ok, et à part ça, donc difficulté ressentie sur les maths. Sujet un peu atypique, enfin pas atypique, mais en tout cas, second thème avec le mystère un peu compliqué sur la philo. Est-ce que t'as regardé, toi, t'as regardé l'écho, j'imagine? J'ai regardé l'écho. Attends, le sujet d'écho, c'était sur la fracture sociale. Je vais te retrouver l'intitulé exact. Ok, En fait, ce qui était compliqué, attends, je suis dessus en même temps. Ce qui t'inquiète. était compliqué sur le sujet d'écho, Ouais, on en c'était parlait, que le SW, terme de vas-y. fracture sociale, c'est pas du tout un terme d'écho. Si quelqu'un a le sujet, je suis chaud de Ouais, je vais le trouver, de toute façon. pouvoir. Sujet écho 2025, je veux dire. 2025, HEC. Hop. Ah, les fractures sociales affectent-elles la réalisation des équilibres économiques? Putain. Et on garde la question de l'Olza, elle est pas mal. Remets-la nous après les 7 réponses. Ok. Et du coup, ouais, sujet technique, parce que fracture sociale, faut vraiment bien le définir. C'est plus un terme politique qu'un terme économique. Si je dis pas de bêtises, c'est Chirac qui l'avait bien popularisé au moment de son premier mandat. Mais peut-être que je dis une bêtise là-dessus. Là, pour le coup, je parle vraiment. Enfin, j'ai pas du tout regardé corriger ou j'en ai pas discuté avec David Cole, qui est à la fois cofondateur et prof d'éco en deuxième année. Il a fait un live d'ailleurs sur Major Prépa le jour J. Donc, si vous voulez des infos sur le sujet, allez checker ce qu'il dit parce que ce sera infiniment plus pertinent que ce que je peux dire. Ils les Il mettent fait en du propos rediff, ce Major Prépa? Genre quand ils font des lives comme ça? Ouais, Ouais, ok, cool. ouais, ils les mettent en rediff. Ouais. En vrai, ils se donnent pas mal parce que tu vois, techniquement, ils font un live par jour avec Mm. les épreuves de la journée. Et ils ont fait, j'ai commencé à regarder, ils ont fait un format assez marrant de tier list Des sujets. des épreuves, C'est bien, des ouais. sujets vendredi dernier Mm. avec un Appli, Appro et ECT. Je crois Du coup, il parle. que il y a un truc qui va sortir avec Major Prépa un jour, de mon côté. C'est possible. C'est Ça possible, me dit un truc. je crois. Ça va être marrant. Non, ils sont forts, Dimitri, c'est la but, et puis là où ils sont forts, c'est qu'ils arrivent à moderniser des approches. En fait, ils font ça depuis des années, avec des articles, des choses comme ça, et via la vidéo, et via les concepts, et via le côté un peu s'ouvrir à plus jeunes, ils arrivent à moderniser des trucs. Moi, j'aime bien. J'aime bien.
Donc ouais, fracture sociale affecte-t-elle la réalisation des équilibres économiques? Ce que tu nous dis, c'est qu'en gros, t'as pas chapitre 4, fracture sociale en éco. Ouais, exact. Ok. Donc en gros, Exact. il faut savoir ce que tu fous derrière ce terme. Ouais, c'est ça. C'est vraiment genre, c'est vraiment pour faire bégayer tous ceux qui sont prêts à recracher leur cours sur des équilibres économiques et qui voient équilibre économique et qui ont envie de mettre tout ce qu'ils ont dans leur cours sur les équilibres économiques. Là, faut vraiment mettre en questionnement et en réponse ces deux notions. Et c'est pas du tout des notions, enfin, qui vont de soi, quoi, notamment fracture sociale. Donc ça rendait le sujet assez chaud. Après, ceci étant, il y a rien de très complexe. Techniquement, tu vois, c'est pas un sujet technique, c'est plus un Mm. sujet presque rhétorique et un peu comme le mystère des images. Voilà, faut être bien accroché en intro, mais bien problématisé. Mais une fois que tu as fait ça, derrière, il y a pas de difficulté outre mesure. Ok, ok, très bien. Et tu sais que ça me rappelle un peu mon sujet HEC en géopo, c'était les élites politiques, caste ou atout. Donc ça me rappelle un peu ce genre de sujet où en fait t'as pas de sujet, ouais, à l'oral, t'as pas de cours sur les élites politiques. Enfin, tu vois, tu dois. Tu sais que j'ai pensé à toi la semaine dernière parce que j'ai re-regardé Slumdog Millionnaire. Ah oui, je t'en avais parlé. Et du coup, quand tu m'avais raconté ton oral, tu m'avais dit que c'était Slumdog Mais c'est Millionnaire vraiment ça, hein. en mode. Mec, c'était une dinguerie, genre c'était une folie. T'as l'impression de Ça, passer c'est entre les gouttes. J'en ai explique déjà parlé. l'anecdote peut-être. Ouais, Attends, à mon là avis, on est il y a une les plus partie. anciens le savent, mais mon oral de géopolitique à HEC, donc en gros, bon, ceux qui n'ont pas de contexte, on est, je sais pas, entre 7 et 10 000 à passer des concours. T'en as 800 qui vont avoir la chance de passer les oraux HEC, et parmi ces 800, on en prend 400. Donc t'as plein d'épreuves, dont l'épreuve de géopo, et l'épreuve de géopo, comme l'épreuve de philo, comme l'épreuve d'éco, ça porte sur plein de sujets différents. Enfin, c'est pas forcément un sujet de cours, ça va dans tous les sens. Et donc dans ce cadre-là, j'ai eu les élites politiques, caste ou atout. J'étais pas le meilleur en géopo, c'est vrai, je me débrouillais, j'ai toujours eu 13, 12. Après, au concours, j'ai eu, je pense, si j'ai eu de bonnes notes, je crois que j'ai eu 13 et 17, donc ça va. Et par contre, j'arrive au truc, on est trois à passer sur le même sujet, et les questions, donc je fais un truc très carré, très bien et tout, 3 parties, 3 sous-parties. Et au moment où on a les questions, donc les mecs me cuisinent, enfin les mecs et la meuf en l'occurrence, ils me cuisinent, et j'avais genre un îlot de réponses, enfin un îlot de réponses juste sur tout l'océan, et il tombait sur le premier îlot, le deuxième îlot, le troisième îlot. Et du coup, je disais à Simon que c'était comme Slumdog Millionnaire. Genre le mec, il avait une anecdote sur chaque question du jeu où il fallait gagner des millions, et il l'a raconté, et du coup, ça ressemblait à de la triche. Bah moi, je me sentais un peu imposteur là-dessus, parce qu'à chaque fois qu'il me posait une question, bah, en fait, j'avais pile la bonne réponse, alors qu'il y a un océan de connaissances à avoir que je n'avais pas. Donc c'était marrant à vivre. C'était marrant en Ouais. sortie. Très bon film, très bon film. Ouais. Je cherche un peu De toute façon, vite les fait à gros films regarder comme ça, dans la période. indiens, les productions Inde et États-Unis, c'est pas mal, hein. Genre Lyon, ça, l'Odyssée de Pi. Moi, j'ai bien aimé. Vraiment bien Ouais, aimé. juste toi, il y a des Indiens dans un film, tu dis que c'est indien, quoi. Bah non, mais c'est une production indienne et américaine. Ils mélangent, ils mélangent. J'allais dire. Attends, j'y avait une question qui était pas mal. Ah, et voilà. J'ai fini mes écrits. C'est quoi l'état d'esprit à avoir pour les oraux? Vas-y, dis-nous, Simon. Je te laisse répondre. Très bonne question. Tu veux que je commence là-dessus? Écoute, alors, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, la période qui va s'amorcer dans quelques jours est vraiment très, très particulière. Normalement, tu as une date de retour pour travailler dans ta prépa. Je sais pas quand est-ce que c'est. Ça va être à peu près entre le 12 et le 18-19 en fonction des établissements. Moi, ce que je recommande, c'est de au maximum rien faire. C'est-à-dire, il faut que tu attendes que vraiment t'aies des tremblements dans la main et que tu aies vraiment envie de te remettre au travail. Parce que si tu vas trop vite, en fait, tu vas te rendre compte que la période, elle est finalement assez longue. Et la manière de travailler est vraiment étrange dans les mois qui viennent. Parce que, en fait, au début, tu commences à travailler, mais plus ça avance et plus tu approches de la date fatidique qui est cette année le 10 juin pour les premiers résultats qui sont HEC, mais après il y a 12 et 13 pour le reste des écoles, moins tu vas pouvoir travailler. Et de fait, tu as normalement dans ta prépa moins de cours et plus de colle, etc. Et donc, tu es sur un rythme qui est un peu moins porté que ce à quoi tu as été habitué pendant les 2 ans, où bah, en fait, en prépa, on a énormément de cours. Donc, en fait, il y a un peu un côté facile où on débranche le cerveau, on le pose à côté, puis on a juste à aller en cours le matin, on fait son 8-18, puis on va à la BI où on va se bosser dans sa prépa, enfin peu importe en fonction des détails logistiques, mais on est un peu sur des rails. Et puis surtout, tu sors d'une période où tu as été vraiment sur des rails
extrêmement bien huilé normalement avec le mois de révision. Et là, tu sors et c'est un peu plus dans le vague, tu sais pas trop ce que tu dois faire et tout. Donc, au maximum, ne rien faire. Moi, je conseille de d'ici quelques jours commencer à lire un max de presse. Mais ça, limite, enfin, faut pas le voir comme du taf, mais faut le voir en mode, tiens, depuis 2 ans, je me dis quand j'aurai le temps, que je serai plus en prépa, je ferai ça, ça, ça. Et là, tu lis un max de presse, mais pour toi. Donc que ce soit en anglais, dans ta LVB, allemand, espagnol, et en éco ou géopo. Mais vraiment de manière hyper curieuse et quasiment boulémique de curiosité, parce qu'en fait, dans les oraux, quand tu regardes peu importe l'école, en passant, enfin, en allant du triptyque d'HEC jusqu'à l'oral de LVB de l'EM, en fait, vraiment, la question de l'actualité et de ce qui se passe est vraiment centrale. Elle est centrale dans la manière dont les épreuves sont faites, et puis elle est centrale aussi dans la tête des correcteurs, parce que c'est des humains, et en fait, eux-mêmes aussi, ils sont baignés dans l'actualité récente, et on a tendance toujours à oublier les sujets de fond, et on réagit un peu même, y compris quand on est un prof hyper capé, voilà, on a en tête les derniers événements, donc ça va aussi driver leurs questions. Donc je commencerai avant de reprendre les cours par vraiment lire beaucoup la presse, mais du coup lire beaucoup la presse, ça peut très bien se faire sur un transat, à la plage, dans un parc, il fait beau, vous allez profiter de la grêle à Paris et hop vous vous mettez avec un petit journal sur un banc, donc presse écrite idéalement. Et après, après je fais pas une réponse longue, mais déjà maintenant prends le temps vraiment de souffler. Il faut vraiment, vraiment le prendre ce temps pour se reposer, pour faire un max de choses, pour se vider la tête. Et là, aujourd'hui, c'est ce que tu peux faire de mieux le 4 mai et les jours qui viennent. Et donc, en termes de timeline, toi, tu recommanderais de s'y remettre quand? Bah nous, tu vois, on fait revenir les étudiants le 12 mai. Et en gros, nous, on divise vraiment la période en deux. C'est-à-dire qu'on fait 12 mai, 10 juin, où là, en gros, tout est... Alors là, je vais leur envoyer le planning final dans quelques jours. Mais tout est hyper câblé. Ils ont un nombre de calls prédéfinis chacun et ils ont pas mal de cours jusqu'aux oraux. Pardon, jusqu'au résultat d'admissibilité. Et après, à partir des moments d'admissibilité, nous, on met en place ce qu'on appelle le no limit. C'est-à-dire qu'en fonction des résultats d'admissibilité, les étudiants s'inscrivent à un max de colle autant qu'ils veulent dans toutes les matières, tu vois. Sachant qu'en fait, cette période-là est quand même hyper intense parce que à partir quasiment du 15-16 pour HEC, il y en a déjà qui sont sur le campus. Donc en fait, Les résultats sont le 10 et 15-16, c'est la première session. je sais plus quand c'est la À peu près, mais c'est première moins d'une session, mais, semaine, mais, quoi. mais parfois ça arrive que ce soit moins d'une semaine. Ouais. Ah, c'est un Donc truc en de fait, nous ouf. on considère que les étudiants doivent être prêts pour les résultats. Et en Mm. fait, l'état d'esprit, c'était la question, c'est que il faut se dire que si aujourd'hui, s'il y a la moindre chance, la moindre infime petite chance que tu aies une école, c'est pas quand je fais mes calculs, parce que là, vous allez rentrer dans le cycle où vous faites tous vos calculs. Tiens, si je me mets 14 là-dessus, si je me mets 20, là si je me mets 9. Et donc, on fait comme ça, on joue un peu avec les coefs pour se dire, est-ce que je vais être admissible ou pas. S'il y a la moindre chance que vous soyez admissible à une école, considérez que vous l'êtes. Donc, bravo. Là, c'est le moment où vous en prenez conscience. Bravo, bravo à tous pour votre admissibilité. Et vous travaillez en conséquence, parce que la pire chose qui puisse arriver, c'est de se dire j'ai raté, ça va pas le faire et tout, et de se retrouver le 10 juin avec une bonne nouvelle qui se transforme en mauvaise nouvelle. Ça, c'est vraiment le pire Ouais, truc. Ça ouais. fait 2 ans, parfois même trois que vous bossez, parfois même quatre pour les meilleurs d'entre vous. Il faut vraiment considérer ça. Il y a plus qu'un mois à tenir, honnêtement, et après c'est fini et vous aurez bien mérité votre été. Mais il faut vraiment se dire, voilà, ça fait 2 ans que je bosse pour ça. Là, c'est potentiellement le moment où ça va être le plus dur de bosser, mais honnêtement, ça vaut le coup. Et si vous le faites pas, il y a des grandes chances pour que vous le regrettiez, quoi. J'ai un problème de caméra. Donnez-moi quelques secondes. Putain, ça me rend fou. Tu m'entends? Moi, je t'entends, ouais. Je sais pas si le live a cut. Ah, je crois que ça cut. Je sais pas ce qui se passe. La caméra a surchauffé. Attends. Vous m'entendez? Normalement, vous m'entendez, mais est-ce que... Tu sais quoi, je vais mettre une autre caméra. Je vais mettre ma webcam. Je suis désolé, gars. Ah oui, effectivement, je te vois plus. T'es en Ouais, noir. ça surchauffe. Elle était en 4K, faut pas la mettre en 4K. Enfin, Ah, bref. le fameux caca. Le fameux 4K. Je pense qu'il y a un monde où... T'as pas mis la charge, Si, infini, mais la en charge. 4K, c'est un peu relou. Du coup, je vais couper ma caméra sur le Discord, tu me verras plus. Et je vais la laisser là-dessus. On va voir ce que ça donne, hein. Chier. Désolé, messieurs.
Il fait chaud, la caméra surchauffe. J'essaye d'augmenter la Vas-y, qualité de mon setup de stream. si tu veux, je continue je prends des questions. Attends, moi je suis Ouais, sur mon prends des tel en même temps. questions. Et Donc on t'entend, visiblement, mais on ne voit pas. Combien pour avoir 20 sur 20 en maths appliquées? Je pense que c'est EM ou maths EM appliqué. Ouais. Bah généralement sur les maths EM, ça va être peut-être 70% du sujet, je pense, peut-être un peu plus. Ça dépend vraiment des années. Et là, j'avoue que sur cette année, j'ai pas du tout regardé dans le détail. Mais généralement, ce qu'on dit à peu près, c'est que pour des maths parisiennes, le 20, il est à 50% du sujet. Donc pour ceux qui sont pas familiers de la chose et de l'univers des prépas, c'est assez paradoxal parce qu'en fait, l'épreuve, elle est faite pour ne pas être terminée. Et si vous faites juste 50% du sujet, vous avez déjà 20 sur 20. Donc ça, c'est pour les maths parisiennes. Et pour les maths EM et DEC, qui sont réputées comme étant plus faciles, ou en tout cas plus proches du cours. Donc en fait, les bons candidats vont vraiment bien bombarder et normalement de manière assez linéaire, potentiellement même finir l'épreuve. Hein. Il y en a pas mal pour qui ça arrive. Le 20 doit être à peu près à 70%. Si vous faites tout évidemment de manière parfaite. je crois que de mémoire, donc c'est bon, là, normalement on me voit, c'est pas la meilleure qualité, mais ça passe. Je crois que de mémoire, il y a eu des sujets où c'était des hécatombes et le 20, il était donné à 55-60%. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc c'est pour ça que, en fait, je déteste. Il y a plein de gens qui sortent des concours et qui disent ah j'ai bien réussi ou j'ai mal réussi. Et en fait c'est impossible de se projeter. Les gars, moi je me souviens de ma maths 2. Ma maths 2, je crois qu'elle était un peu dure. Maths 2 2019, réfléchis. 2019, ouais. Maths 2 2019 un peu dur. Donc en sortant, j'étais pas hyper convaincu. J'avais fait ce que je pouvais et j'ai eu 17,6 parce qu'en fait sûrement le 20 était donné beaucoup plus bas. Pareil, la maths 1, je pensais avoir mieux géré, j'ai eu 15,5 parce qu'en fait c'était plus simple. Donc en fait, la simplicité d'un sujet fait que les notes sont moins élevées et donc ça peut vous mener à des analyses à côté de la plaque, quoi. Donc arrêtez de vous projeter, là c'est fait. Essayez pas de calculer est-ce que j'ai réussi, combien je peux avoir. J'ai vu des gens dans le chat qui disaient j'ai fait des simulations, ça sert à rien. Juste, comme l'a dit Simon, vous soufflez, vous remettez en selle dès que possible et vous restez un peu stimulé intellectuellement d'ici là. Et voilà, enfin, je veux dire, faut pas se projeter, faut pas calculer, ça sert à rien. Maths Oui, 1. surtout qu'il faut pas oublier que ça reste un concours. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un examen. Le 20, il est pas préfixé à une telle note. En fait, chaque correcteur, sur son paquet, il doit avoir une moyenne, un écart type. Donc, en gros, c'est une moyenne de 10, un écart type de 3,5, en fonction des matières. Mais c'est à peu près ça. Donc, en fait, cette notation fait qu'il doit discriminer la chose et vous pouvez vous retrouver avec un 20 qui, en fait, correspond à 40% du sujet, parfois un 20 qui correspond à 60% du sujet. Et puis en fait, de toute façon, entre 20 et 20, ça va être complètement un truisme ce que je veux dire, mais entre 20 et 20, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 20 en faisant 90% du sujet, et vous pouvez avoir 20 en faisant 60%, mais vous savez pas est-ce que vous êtes tout juste à 20 ou est-ce que vous êtes beaucoup plus. Bon, de toute façon, si tu te poses cette question, c'est plutôt une bonne question, et à ce moment-là, je t'invite à vraiment te projeter sur la suite si tu en es à te poser la question du 20. Bravo à toi. Et j'ai appris à l'instant que TikTok ne m'entendait pas depuis le début. J'espère que c'est réglé désormais. Les gars, honnêtement, c'est une tannée. Live, trois trucs, trois plateformes, là, c'est une tannée. Donc merci, Pépi. Non, mais tout ça, avoir 20 sur 20 sans faire tout le sujet. Ouais, c'est ce que Simon explique. C'est une gaussienne, les gars. Donc, en gros, c'est un concours. Donc, c'est pas fait pour être fini. C'est fait pour te positionner par rapport aux autres. On prend les meilleurs de France. On prend pas ceux qui ont dépassé 10. Donc, ça marche pas comme ça. Et il y a un bon exemple, puisque Bushido, qui a eu l'ENS, nous explique qu'il a eu 20 en faisant 40% du sujet. Donc, et il pensait c'est encore plus le cas peut-être sur des filières scientifiques comme ça, mais voilà. Simon, tu penses que la filière prône sur la prépa, typiquement, vaut mieux AGG plus maths pro à la Canal, Parc, Douai, etc., ou AGG plus maths appliquée à Grand Champ, Sainte-Marie? C'est pour Simon, visiblement. La filière prône sur la prépa. Euh, c'est une bonne question. Je vois pas pourquoi tu te la poses. J'imagine que c'est que dans le cadre de Parcoursup, tu as à te positionner sur différentes combinaisons en fonction des établissements. Moi, je pense qu'il y a pas de réponse monolithique et parfaite. Ce qui est clair, c'est que très clairement, ta prépa va te porter.
C'est-à-dire que si tu es dans un établissement pour lequel intégrer le top 3 est la norme, tu vas beaucoup plus y être porté en termes de comportement, d'attente des profs, de niveau de stimulation avec le reste de ta classe, etc. La filière a évidemment une influence, c'est-à-dire qu'en fait, si t'es moins bon en maths et que tu vas en maths pro, en tout cas moins conceptuel, il y a potentiellement un choix stratégique à faire. Moi, ce que j'observe quand même, c'est que il y a beaucoup de spéculation sur les combinaisons de filières. In fine, sur 2 ans, franchement, ça fait pas une énorme différence. C'est-à-dire que peu importe ton niveau de départ, si tu te donnes à fond pendant 2 ans, on va dire que théoriquement, c'est plus facile d'être en HGG Matappli. L'année dernière, moi, il y a 75% des ESH Matapro qui ont intégré HEC. Et du coup, enfin, tu vois, c'est aussi à remettre dans un contexte hyper général. Et parfois, tu prends des données hyper macro, alors qu'en fait, ça correspond pas à une réalité de toi, comment est-ce que tu vis ta scolarité. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à un seul truc là-dessus. C'est ESH ou HGG, donc éco ou géopo. Euh, Là-dessus, il y a vraiment un choix à faire. C'est-à-dire que il faut se poser la question. Notamment, moi, le conseil que je donne, c'est lire au maximum la presse. Là, enfin, de toute façon, là, vos vœux sont déjà faits sur Parcoursup, mais nous, typiquement, on est hors Parcoursup, donc on a ces discussions, y compris avec certains candidats qui hésitent entre les deux filières encore. Lire au max la presse, donc les Échos, École internationale pendant genre un mois, et faire un choix en fonction vraiment de l'intérêt que vous portez à la matière, parce que vous allez passer tellement de temps à bosser la matière qu'il faut pas du tout se dire je fais un choix rationnel parce qu'en fait je sais que c'est telle filière où il y a plus de chances, etc. Faut se dire plutôt voilà, je vais passer tellement de temps à réviser de l'éco ou de la géopo, je fais ce qui m'intéresse le plus. Et c'est comme ça que vous allez vraiment démultiplier vos résultats. Si vous cherchez tout le temps à avoir l'optimisation de tel truc, etc. En fait, vous passez plus de temps souvent à regarder des pourcentages de stats qu'à vraiment faire des maths ou vraiment bosser. Et donc, in fine, les résultats sont parfois moindres. Et j'ajoute un Je sais pas truc. si ça répond à ta question. Ah, Ouais. t'as mis un pouce et ça a fait un truc sur Discord. J'ajoute un truc, c'est que les chiffres aussi, quand on part du principe, quand on se dit, bah tiens, maths appli, géopo, c'est plus simple que le reste. Bah, en fait, tendanciellement, tu vas attirer des mecs qui sont moins solides sur leurs appuis en maths et en géopo en général. Donc, ça va driver tous les mecs qui sont pas sûrs d'eux sur cette filière. Et ce qui va mécaniquement baisser le taux de réussite de cette filière parce que les moins bons, ils seront allés. Donc, en fait, c'est un truc, un cercle vicieux. Donc, c'est hyper dur de se dire, ça c'est plus simple, ça c'est plus dur. Fafa! Salut l'exam, ça va? J'espère que ça se passe bien là l'année, je passe bientôt. C'est surtout variable selon un individu, où tu te sentiras le mieux et sur quelle matière tu as envie de te tuer pendant 2 ans. Exactement, Bushido. Exactement. Et rejoignez le Discord pour continuer vos conversations. Il y a Bushido, il y a Bushido sur le serveur qui répond partout. Alors attends, c'est quoi ça? Ça va, c'est bientôt la fin. Oui, les entretiens en juin. Ouais, c'est ça. Ouais, je referai les entretiens de Saint-Louis en juin. Je sais pas, toi, Sim, t'as déjà eu des gens qui ont filmé leur entretien? À quel point c'est mal vu, tu penses, si j'arrive et je demande à Saint-Louis de filmer les entretiens, d'en faire une vidéo, un truc comme ça? C'est pas ouf, non? Bah, on y avait réfléchi. Je sais pas si Saint-Louis accepterait. Moi, pour le coup, je connais absolument pas l'établissement, mais on avait Ouais. discuté. Hein. C'est vrai que c'est un truc qui manque pas mal, je trouve, moi, sur Mm. le contenu YouTube, d'avoir des entretiens comme ça filmés. Bah, de toute Oui, façon, bah on avait on parlé avait du concept, oui, on, du a- fameux on, on concept. avait un peu, on avait un peu réfléchi Non, mais à ça, la chose c'est pour faire toujours un un. projet, hein. Mais juste, mais du coup, tu le crées pour l'occasion. Là, je parle vraiment de juste me greffer à un truc et c'est une simulation. Moi, je me souviens quand je préparais les cas de conseil, j'avais poncé les 2-3 vidéos qui étaient dispo en ligne où des mecs s'amusaient à résoudre des cas de conseil en live et t'expliquer pourquoi ça marche ou ça marche pas. Mais ouais, ouais. T'inquiète pas qu'il Bah, kiffe. ce qui pourrait être pas mal, à mon avis, tu vois, un truc intermédiaire, vu que de toute façon qu'il y a aucun contenu sur le sujet, Ouais. c'est de genre filmer l'arrière, c'est-à-dire en gros filmer le candidat de dos, limite Mm. mettre un micro cravate, mais comme ça au moins on le voit pas, c'est quand même un peu moins intimidant que d'être filmé, je trouve. En plus sur l'entretien de personnalité, Non, mais oui, c'est même pas pas de une face. colle, c'est-à-dire que pas de face, mais du coup au moins tu vois le jury. Et en tant que spectateur de la vidéo, tu te mets à la place du candidat Mm. peut-être plus facilement, quoi. Non, mais ce serait. Ouais, mais moi, je pensais à ça. Je pensais à mettre la En caméra à revanche, hauteur en d'épaule. revanche, en revanche, c'est une très très bonne chose de le faire pour vous.
C'est-à-dire, n'hésitez pas, là, pour tous ceux qui sont en deuxième année, et même en première année d'ailleurs, ou même si vous êtes au lycée, à savoir que passer vos cols et arriver avec un petit trépied, avec votre téléphone, et poser la caméra et vous filmer, que ce soit un entretien de personnalité, que ce soit une colle de langue, que ce soit une colle même de maths, en fait, c'est très, 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 très riche. C'est rarement fait. Et en fait, vous allez voir que là, si je vous propose cette idée, vous allez vous dire, ah oui, pourquoi pas, mais en fait, on est un peu souvent réfractaire à le faire parce que c'est assez désagréable de se voir filmer, surtout sur un exercice potentiellement qu'on maîtrise pas à la perfection, etc. Mais se voir filmer, c'est vraiment la meilleure manière de progresser parce qu'on voit ses défauts beaucoup plus que quand on est en train d'effectuer l'exercice. Et c'est une manière hyper simple de progresser sur certains types de langage, même sur certaines postures, certaines manières de vous présenter, en fait, tout simplement. Et vraiment, n'hésitez pas à vous filmer. Généralement, il y a aucune chance, enfin, il y a très peu de chances pour que vos profs ou vos colleurs refusent si vous vous filmez vous. Mais en revanche, pour vous, c'est énorme en termes de progression. Donc Ouais, je ça, comprends. pour le coup, gros hack. D'ailleurs, ça marche dans n'importe quoi, hein. Si vous voulez progresser en tennis ou en ski, vous vous filmez et puis en fait, vous voyez tout de suite vos défauts. Ça vous aide quoi. Ouais, c'est comme le miroir à la salle. Alors ça, c'est juste pour regarder ses biceps bien, Veineux. bien gonflés, bien Bien veineux. veineux. Ne ment pas. Ça est Mais complètement on n'y est pas, logique. hein. J'aimerais bien, mais on n'y est pas encore. Alors, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut... je peux pré-shot même des questions. On a fait la question de quand est-ce s'y remettre. On fait la question de... ah oui, il y a une question qui revient. On m'a demandé pas mal ça en DM, donc je la pose à Simon pour avoir son avis. Vous m'avez toute l'année, donc Simon, euh, à quel point on pré-shot ses admissibilités et on se dit, bon bah tiens, je vais bosser les maths, alors que les maths, c'est que HEC et à l'ESCP, par exemple. C'est une bonne question. Honnêtement, enfin, on est souvent assez mauvais juge dans un sens comme dans l'autre. Parfois, on pense avoir réussi, on a raté, et l'inverse est vrai. Et en particulier au concours. C'est-à-dire qu'au concours, il y a un aléa, vous le savez, très important. Parfois, il joue en votre faveur, parfois, il joue en votre défaveur. Donc, évidemment, il est possible de pré-shot les admissibilités, mais je pense il est assez sous-efficient, voire même stérile, de le faire vis-à-vis de votre ressenti, entre guillemets, même si j'aime pas le terme, vis-à-vis des épreuves et du concours. Faites-le plutôt vis-à-vis de votre prépa, votre classement annuel, sachant qu'en fait, là-dessus, évidemment, il y a un aléa, il y a une variance, mais elle sera peut-être un petit peu moins forte parce que je pense que si vous lissez vos résultats sur l'année, mettons votre deuxième année, il faut regarder les résultats des années précédentes dans votre établissement. Évidemment, ça veut rien dire et évidemment, voilà, il faut mettre tous les si qu'il faut, mais c'est peut-être plus comme ça que vous pouvez pré-shot, plus qu'en se disant ah tiens moi ça j'ai raté, ça j'ai réussi, etc. Parce qu'en fait ça veut rien dire j'ai raté, j'ai réussi, on l'a déjà dit. Mais en plus on sait pas parce que où est-ce qu'elle vint sur Math EM, bah en fait parfois on pense avoir complètement raté et puis en fait on a 15 et l'inverse c'est vrai. Donc pas évident de pré-shot. Si vous savez que vous jouez le match parisienne, je trouverais ça dommage de pas de pas avoir un monde où vous vous offrez la possibilité d'avoir HEC parce que si en plus vous vous dites que il y a une petite chance mais qui est pas énorme d'avoir HEC, typiquement que ce serait un peu une petite surperf pour vous. Et ben en fait si jamais ça arrive, ça veut dire que vous serez nécessairement pas forcément dans le top du classement et donc vous avez des places à rattraper et donc en fait ce serait un peu stupide d'avoir pris un retard par rapport aux autres qui sont mieux classés. Donc nécessairement, là vous avez un mois devant vous. Honnêtement, si vous passez peut-être quoi 15 heures à faire des maths et de la philo, si vous faites ça vraiment selon la loi de Pareto, à savoir en allant vraiment à l'essentiel et au plus efficace, notamment en philo, etc. On pourra y revenir d'ailleurs si vous voulez des conseils spécifiques sur comment les réviser de manière efficace. Hein. Mais honnêtement, c'est pas du temps perdu. Si voilà, si on parle de parisienne, vous faites des maths, ça entraîne un peu votre cerveau. Disons qu'il y a un monde où ça vous sert en termes d'éveil intellectuel pour les tests psychotechniques de l'ESSEC, mettons, même si c'est évidemment très différent. Ça aussi, on pourra y revenir. C'est un cas particulier, les tests psychotechniques de l'ESSEC. Peut-être qu'on refera d'ailleurs d'ici là Marrant. un live avec papa parce qu'il y a quand même plein de sujets sur cette période très très différents. D'autant que contrairement aux écrits, tous les oraux de chaque école ont vraiment leur spécificité et encore plus d'ailleurs que au moment où on a passé les concours. Nous deux en 2019, il y a encore plus de volonté des écoles d'avoir un peu leurs pattes sur les attentes en langue, etc. Mm. Donc voilà.
peux dire sans être trop long là-dessus. J'ai l'impression à chaque fois Ok, t'inquiète, non, c'est mieux, c'est de mieux. m'épancher. Je t'ai dit, ils m'entendent sur TikTok, ils m'entendent toute l'année, donc c'est l'occasion. On a une question #ad de Kebo. C'est quoi les délais pour postuler à Wade? On va bientôt, d'ici, alors je sais plus exactement, d'ici à mon avis une dizaine de jours, peut-être un peu plus, clôturer nos recrutements à minima pour l'ECG, sachant que nous on recrute en ECG et en MPS, enfin MPSI, MP2I. Tout simplement parce qu'en C'est gros nouveau. nous on recrute. Oui, c'est une nouveauté de cette année là. On ouvre une MPSI. D'ailleurs, très marrant, on a recruté le prof de d'H4 qui s'appelle Philippe Gallic, qui était prof Ok, pendant 40 ans en MP à H4, qui est genre une énorme star, ok. qui vient d'arriver à la retraite en fait de l'éducation nationale et du coup Dispo. qui vient chez nous avec un objectif un peu différent de fait puisqu'il passe d'une classe de 50 à une classe de, je pense qu'on va viser une quinzaine sur la MPSI, tu vois, histoire d'avoir une très bonne première promo. Donc bref, on ouvre ça. Sur les délais, nous on est hors Parcoursup. Donc en fait, on recrute depuis janvier. On a 2 classes de 28 en ECG, une classe de SH et une classe d'HGG. Et moi, je sais que statistiquement, chaque année, j'ai environ à peu près un peu plus d'un tiers de mes candidatures qui sont issues post-Parcoursup, en fait. Des étudiants qui auraient voulu avoir les top prépa, qui les ont pas forcément, et du coup qui postulent chez moi parce qu'ils sont un peu déçus des aléas de Parcoursup. Donc en fait, moi je sais que je dois me garder des places pour ces bons candidats parce que voilà, l'ambition c'est de recruter des gens avec qui on bosse pendant 2 ans avec l'objectif très clairement affiché d'aller vers une parisienne, sachant qu'en fait, bah, évidemment, sur les 2, 3 premières promotions là qu'on a eues, au départ, on recrutait même sans classement. Là, aujourd'hui, on a la facilité d'être bien classé parce qu'on avait des résultats depuis. Mais au départ, on avait des élèves qui étaient moins bons, évidemment, que les prépas avec lesquels on est en concurrence directe, c'est-à-dire les Grandchamp, les Franklin, les Stan. Voilà, on est dans cette tranche du panier. Donc en fait, nous, on recrute avec dossier évidemment, mais surtout entretien. Et ça, que vous vouliez postuler à Wade ou pas, nous, pourquoi l'entretien il est fondamental? Parce que la motivation et la détermination de chaque candidat, c'est pour ça qu'on passe 45 minutes, ce qui est beaucoup de temps en fait, vu le volume de candidatures qu'on a à traiter avec chaque candidat, c'est essentiel pour nous. C'est-à-dire qu'en gros, nous, le profil un peu type, c'est soit très bon élève qui postulent chez nous et parce qu'en fait souvent ils ont entendu parler de nous par un grand frère, une grande sœur et un bouche à oreille d'écosystème, soit des étudiants lycéens qui se sont un peu réveillés trop tard, disons, sur leurs ambitions académiques et qui postulent chez nous parce qu'ils savent ils vont pas être pris à Ginette ou à Danilou, mais qui pour le coup ont la même ambition. Et en fait en 2 ans, si on bosse bien et si on a les bonnes méthodes, on peut rattraper quelques années d'égarement première terminale, même si évidemment, faut pas que ce soit trop abyssal comme, euh, comme manque. Donc, ce qu'on on fait un test de maths d'1 heure et demie qui nous permet quand même d'avoir une bonne perspective sur, sur votre niveau réel, au-delà Merci pour le au-delà follow, de Typer. l'inflation. Deuxième question. Est-il possible de redoubler sa première année pour passer de AGG à ESH? De mon temps, c'était pas possible puisque c'était 2 filières séparées. Maintenant, il y a des gens qui le faisaient en passant dans le privé et en changeant de filière. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà vu ça, Simon, ou t'as trop de retard quand tu fais ça? De redoubler sa première année? Ouais, de redoubler sa première année et de passer de AGG à ESH. Ou alors de passer directement en deuxième année en changeant de AGG à ESH. Alors, le passage en deuxième année en changeant, à mon avis, il est très très risqué. Moi, j'ai vu plusieurs cas de figure. Moi, j'ai jamais vu de changement de filière HGESH. Donc moi, cette année, pardon, pour vous donner une idée, donc nous, on a des classes de 28, qui sont des classes très limitées, et j'ai 3 dossiers qu'on a acceptés, qui ont fait une première année ailleurs et qui ont redoublé leur première année chez nous. Pour la majorité, ça se passe super bien et c'était une très bonne décision. Parfois, tu vois, quand on est un peu en difficulté, mieux vaut refaire une première année pour consolider les bases te caler sur cette deuxième année qui est en fait très très sprint hein, et aller se confronter au concours un peu à l'échec et haletant quoi d'une certaine manière de toute façon sachant qu'on anticipe directement une cube faisant ça. Souvent ce qui se passe c'est que c'est plutôt des profils d'étudiants qui étaient en maths pro et qui galèrent en maths parce que
dans 90% des cas, la matière qui cristallise la douleur, même en ECG, hein, pas que dans les matières, enfin pas que dans les filières scientifiques, c'est les maths, même si c'est qu'un tiers des coefficients. Et donc il passe de appro à appli. J'ai eu Faut que je la première rase. année de Wade, on avait Faut que un je rase. cube qui a hésité énormément à cuber en changeant pour prendre AGG. Il était passionné d'histoire alors qu'il était en ESH. Finalement, il l'a pas fait. Je pense que c'était une sage décision parce que pour le coup, ça change vraiment la donne. Donc, je sais pas. La réponse techniquement, c'est ça dépend de votre établissement. Il y en a qui le permettent, il y en a qui permettent même pas de refaire une première année. Chez nous, on lit les dossiers et on a une grande liberté pédagogique là-dessus, donc ça c'est assez agréable pour traiter un peu le cas par cas. Et après, je sais pas si c'est vraiment. Enfin, faut voir les raisons qu'il y a derrière. N'hésite pas à préciser un peu ta, ta question parce que c'est juste. Est-ce que tu galères? Est-ce que en fait tu te rends compte que ça t'intéresse pas du tout et que c'est l'autre matière qui t'intéresse? Enfin, en fait, faut voir vraiment ce qui motive ton choix derrière ça. J'ai surpris une conversation de fou sur TikTok alors que je regarde pas TikTok depuis tout à l'heure. Un mec, Bilal AMG, beau pseudo, qui nous dit c'est quoi l'équivalent foot de la différence entre HEC et ESSEC. Et du coup, t'as Cornflakes qui gentiment lui répond Barça, HEC et Bayern ESSEC, deux très bons clubs, mais Barça a une autre aura. Termine. J'aurais dit Real juste pour HEC, mais pas mal Cornflakes. J'aime bien ces interactions. Euh, oui, parce qu'il y a plein de gens qui demandent, même en e-sport et tout, des gens qui demandent les équivalents foot à chaque fois, surtout. Tu parles de F1, ils te disent, ok, c'est quoi l'équivalent foot des deux? Moi, je viens Ouais. de... Ah bah, salut, Taipa. Du coup, Bilal, il est passé de TikTok à Twitch. Excuse-moi, je viens d'arriver, j'ai une question. Est-il préférable de prendre ESH ou AGG? Justement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, Bilal, mais en gros, il faut que tu te dises, là, je vais me taper 2 ans à fond à tabasser cette matière. Donc, honnêtement, même si de réputation AGG c'est plus simple, on se protège, mais AGG c'est plus simple. Moi, je te conseille et c'est Simon ce qu'il disait aussi tout à l'heure, de choisir en fonction de tes affinités tout simplement. Il faut que tu te dises, bah ouais, cette matière, je vais la poncer pendant 2 ans et ça me va. Voilà, une discussion de Golemont qui vont aller chercher j'aime Grand Max. Arrête, t'es dur avec toi, Cornflakes. Les entreprises ont vraiment le même a priori quand ils recrutent quelqu'un de l'ESSEC et d'HEC ou il y a une diff quand même? Je te laisse répondre, Simon. Écoute, il y a vraiment plusieurs réponses possibles là-dessus. Honnêtement, il y a évidemment une différence implicite de classement et tout dépend de quelle entreprise tu parles exactement. Il y a des entreprises qui recrutent vraiment spécifiquement parmi des diplômés de grande école, etc. Et pour qui il va y avoir un quota parce qu'en fait ils ont des process bien établis sur les différentes écoles. HEC a la notoriété un peu plus, pour le coup, élargie, ou quelqu'un qui est pas du tout familier avec l'écosystème des grandes écoles va beaucoup plus facilement connaître HEC que les SEC. Ceux qui connaissent, mais qui sont un peu, disons, externes à un recrutement spécifique aux grandes écoles. Donc j'entends des boîtes dans des boîtes du CAC 40 et autres. Moi j'ai beaucoup entendu le retour du fait de dire HEC ils sont très bons. Ça c'est ok. Mais en revanche moi j'ai entendu plusieurs fois on préfère recruter des ESSEC parce qu'en fait ils sont plus la tête sur les épaules et ils sont plus humbles. C'est lié à plusieurs choses à mon avis. C'est lié au fait que le parcours de l'ESSEC est structuré complètement différemment, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus terrain. Dès les premières années, il y a un peu cette forme à la carte où on fait un peu dans l'ordre qu'on veut. Et deux, ça c'est une autre théorie, c'est que évidemment quand on n'a pas eu la meilleure, et ben en fait on sait qu'on a plus de choses à prouver, alors qu'il y a un peu certains HEC, ils ont eu HEC et puis ensuite au niveau du boulard, ça passe plus les portes quoi. Hein. Et je vous parle pas des mollets ni des chevilles. Ouais. La preuve, vous avez deux gros Euh, connards là tout de suite, en face de vous. la preuve, la preuve. Donc en fait voilà, HEC, il peut y avoir un peu le biais de prétentieux d'HEC. Hmm. Ceci étant, là j'ai eu une discussion tiens récemment, ça va t'intéresser toi, Fafa. Récemment avec un mec qui est très proche du mec au HR, enfin en ressources humaines du BCG. Donc Hmm. BCG, c'est un cabinet de conseil en stratégie très prestigieux comme McKinsey et autres pour ceux qui connaissent pas trop. McKinsey c'est le plus connu dans le lot malheureusement à cause des différents scandales. Donc BCG qui recrute énormément parmi les diplômés de grande école et le gars me disait en fait le BCG font
à chaque fois qu'il y a un passage de seniorité, c'est-à-dire on passe un grade dans la hiérarchie du BCG, ils font des perf reviews. Donc en fait, ils vont estimer l'ensemble de tes performances. En fait, au BCG, tu es tout le temps noté. C'est assez scolaire comme métier, comme manière de faire. Tu es tout le temps noté. Et en fait, ce qu'ils observent, c'est assez marrant, c'est que parmi toutes les écoles, donc toutes les écoles, y compris celles qui sont pas grandes écoles, il y a aucune différence de l'EM à l'ESSEC. Les seuls qui surperforment, c'est HEC, en moyenne, hein, disons, et évidemment, il y a plein d'exceptions individuelles. Les seuls qui surperforment à l'échelle statistique au BCG, c'est des HEC. De l'ESSEC à l'EM, c'est les mêmes performances statistiques. Ceux qui sont absolument catastrophiques, c'est Sciences Po. Sciences Po, il paraît que c'est horrible. Sciences C'est Pipo, sûrement, tiens. c'est sûrement lié au fait que c'est Ils font sûrement pas des de profils un maths. peu moins, Ils font pas de voilà, maths. c'est moins mathématique, même si, bon, encore une fois, en conseil, t'as pas besoin de maths, enfin, Faites des avec, maths. Ah avec des si, sciences. je peux dire, j'ai fait beaucoup de conseils. C'est pas des maths élevées, hein, souvent, mais quand tu fais une faute en maths, c'est dramatique, hein, parce que tu passes pour Oui, c'est le ça. clodo du siècle. C'est ça, mais en revanche, c'est multiplication, division, addition, soustraction. Enfin, je veux dire, t'as pas besoin Non, mais si, parce de que t'as des schémas dériver quelque chose. logiques. Non, mais t'as des schémas logiques, c'est en mode Ouais. par quelles opérations mathématiques, par quel algorithme je passe pour quantifier telle chose. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Et Oui, bien donc, sûr, en bien fait, sûr, si bien tu sûr. pars déjà d'un mauvais postulat, c'est que c'est chaud, tu vois. Et un truc intéressant aussi qu'il me disait, c'est que ceux qui ont fait le parcours classique, genre, je vais faire 3 ans à Londres, à Warwick, LSI, Co. Je reviens faire mon master à l'ESCP et j'intègre le BCG. Et ben en fait, ces profils-là ont des très bonnes perfs. En fait, pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, ils en prennent très peu, Mm, mais ceux qui prennent sont très bons, tu vois, par rapport il prenait l'exemple, tu vois, le gars, il me disait, bah, en fait, des USCP, on en prend, je sais pas, 40 par an. mm. Et en fait, sur les 40, t'en as peut-être 20 qui ont rien à faire là et qui, voilà, c'est un peu des erreurs de casting. Alors qu'en fait, sur les quelques 3, 4, 5 qui prennent sur des parcours non grande école, enfin, Mm. non prépa, en fait, c'est des profils hyper câblés qui ont juste pas voulu faire une prépa et c'est Ouais. très bien. Mais ça m'étonne pas Et du tout. Et puis, heureusement qu'il y en a. ils doivent avoir de grosses attentes sur ces profils-là aussi. Je veux dire, c'est tellement, enfin, c'est pas, je vais dire, c'est peu scolaire, mais non, mais je veux dire, ils ont tellement, normalement, d'expérience pro en plus. Ils font souvent une gap year, c'est-à-dire que dès la deuxième ou troisième année, ils travaillent, qui sont hyper sélectifs. Un mec qui a déjà bossé 6 mois dans un truc compétitif, un truc financier, du conseil like, des trucs comme ça, bah ouais, il va arriver avec une longueur d'avance et ça m'étonne pas. Enfin, moi, c'est pas que quand on me pose la question, je dis que c'est un parcours faisable. Enfin, c'est largement faisable de retomber sur ses pattes, même si t'as pas fait de prépa ensuite, hein. Bien sûr. Et là, évidemment, on parle du BCG, donc qui est un des top 3 câbles de conseil. Donc, si vous voulez faire du conseil, enfin, je veux dire, le métier du conseil est accessible, entre guillemets, peu importe l'école. Après, tout dépend du degré de prestige que vous voulez en termes de cabinet, d'entreprise où vous travaillez. Merci Bushido, 4 heures d'avance au Népal, c'est vrai que c'est fou. Il faut que tu me mettes des photos un peu sur le Discord, ça me poussera à venir. Merci. Et rejoignez Discord, les gars. Bushido, c'est CTR, le Discord. Il répond à tout le monde. Si vous aviez eu le SCP, je te corrige, parce qu'il y a une erreur de concordance de temps, mais si vous aviez eu Après, on se demande pourquoi ça va pas recruter des HEC. mais que vous vouliez HEC, auriez-vous cubé ou pas? Ilyes, je n'aurais pas cubé. Sur le SCP, je cube pas. Je cube pas. Moi, je passe sur celle-là. Après, t'as Simon, c'est un connard, hein. Moi, je suis un mec du peuple. Je suis le streamer du peuple, moi. Je suis l'HEC du peuple. Quand j'ai soulevé mon diplôme avec ma toge, je sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais ma tenue de diplômé HEC, et que j'ai parlé au micro, j'ai dit le diplôme du peuple! Et personne n'a répondu, j'ouvre la fenêtre. Il faut vraiment être le premier à LLG pour cuber sur le SCP. Ah, je connais un gars qui a fait ça HEC. Et Ouais, même, je sur le sec, quand même. qui a cubé sur... Ah, ESSEC, je connais pas. Tu connais un gars qui a cubé sur l'ESSEC? Ouais, un gars de notre promo. C'est un pote à Ça moi? donnerait le nom. Non, 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 non. Ok, on dira. C'est Benzema Fafa, exactement, Rostam. Exactement. J'ai postulé à Henri IV, j'ai 16 de moyenne dans ZEP, Stéphane Curie. Type, Bilal, c'est impossible de te donner une réponse comme ça. C'est impossible. Il faut que tu vois le classement de ton lycée, que tu vois les mecs de l'année dernière, ce qu'ils ont eu, etc. C'est pas possible. Enfin, 16 de moyenne, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si ça se trouve dans ta ZEP, bah en fait, le premier, il est à 19, et les 30 d'après, ils sont à 17. Enfin, je sais pas comment c'est noté, hein, mais... ça ne veut rien dire. C'est ton classement qui compte. Est-ce que quelqu'un qui a obtenu HEC Paris a une réelle plus-value par rapport... Bah, on en a parlé, Nassim. Tu verras la rediff. Ouais, cette fois-ci, je m'engage à ce que cette rediffusion soit disponible sur la chaîne Fafa Selecto Rediffusion sur YouTube. Donc, je ferai un petit clean pour effacer tous les temps morts. Comme ça, ce sera clean.
et elle sera dispo dans la soirée, je pense, comme ça, vous pourrez la regarder et les mecs qui ont raté pourront la voir. Quelle est la différence entre MIAS et ECG maths appliquées en termes de maths? Lequel est plus complet? Alors, je sais pas si tu as plus d'infos que moi, Simon, je sais juste que quand tu intègres HEC, tu peux aller en MIAS en double diplôme, et je sais que le niveau est élevé et que c'est cool. Maintenant, en ECG maths appliquées, c'est pas le niveau, il est pas si, enfin, j'abuse en disant ça, mais par rapport à maths approfondie, il y a quand même un gap. Donc, je te laisse dire. Bon, si jamais. Honnêtement, je sais pas du tout. Ouais, t'as pas le comparatif. Mais dans l'absolu, Ouais, par rapport à une j'ai licence pas de le maths, comparatif. maths appro, t'es pas à la rue du tout. Non, t'es pas du tout à la rue. Moi, écoute, ce que je peux te dire, c'est que là, j'ai deux anciens étudiants que j'embrasse si jamais ils voient ce live, Alexis et Alexandre, pour ne pas les nommer, qui sont à l'ESCP, qui étaient en Maths Pro l'année dernière à Wade, euh, et qui aujourd'hui, là, ils sont en licence de maths, mais en fait, en parallèle de l'ESCP, en fait, ils font la licence de maths en L3 en parallèle de l'ESCP, et ce qu'ils trouvent dur dans le cadre de leur année, c'est pas tant la licence de maths en tant que telle qu'ils ont pris, mais c'est plutôt la préparation des concours. Ils veulent passer central. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous arrivez en école de commerce, après 2 ans de prépa, vous avez la possibilité, évidemment. Alors, pour certaines écoles, c'est conditionné au fait que vous ayez fait maths à pro, d'ailleurs, potentiellement. Mais vous avez la possibilité de passer les concours des écoles d'ingé. Donc, il y a des partenariats avec les écoles. Si vous avez les DEC, ça va être Centrale Lille. Si vous avez le SCP, ça va être Centrale. HEC, ça va être l'X, etc. De passer des concours. Donc, c'est pas du tout similaire à ce qu'on pourrait trouver dans les écoles de commerce avec la voie AST. Là, vous passez vraiment des concours et vous intégrez ces écoles-là. Et donc là, ces deux étudiants-là ne faisaient pas un retour si alarmant. Ils étaient absolument pas à la rue en maths en arrivant en L3. Donc ça, c'est une des particularités de la prépa, c'est pour ça que c'est si intense, c'est qu'en fait, dans l'ensemble des matières que vous faites, vous avez à peu près le niveau d'une L2 dans la matière. Mais ce qui est compliqué, c'est que vous avez 5 matières à gérer. Et c'est pour Ça. ça que c'est si intense là-dessus. C'est-à-dire que moi, typiquement, quand on est arrivé à HEC, moi, je me suis inscrit en parallèle en licence d'éco. J'ai validé sans trop d'investissement dans la licence, ma L3 d'économie, mais en fait, c'était juste l'inertie du niveau accumulé en classe prépa. Ouais, ça, il s'est juste pas endormi. Et ça nous fait une transition habile avec la question de Kebo qui nous dit: vous pensez quoi du double diplôme HEC et X? Je ne parle pas des Master Sp. Bah, Simon, il a fait le Master 2 donc, avec l'X. C'est quoi la différence? Enfin, on est d'accord, c'est un concours. Et il y a très peu il y a très peu, je pense à un pote qu'on a en commun qui le passait, qui le préparait, qui l'a eu. Enfin, un pote, connaissance. On est bien d'accord, il y a très peu d'élus sur le double diplôme du côté HEC, hein, c'est Écoute, X. côté HEC, chaque année en L3, donc en première année d'HEC, tu dois avoir à peu près une dizaine de personnes qui tout simplement ont la détermination de passer un temps non négligeable dans leur année à réviser ça. Peut-être un peu moins d'une dizaine. En fait, je sais pas quelle est la corrélation exacte. Tu dois avoir in fine entre 3 et 4 élus chaque année. Mais je sais pas si c'est pas juste les 4 qui ont vraiment bossé le truc ou pas. Tu vois, ça pour le coup, je sais pas et Mm. je pense pas que ce soit possible d'avoir une réponse fiable sans ressenti avec les aléas d'une promo et d'une année. Donc Mm. il y a à peu près 3-4 HEC qui font le DD, le vrai DD X, et donc qui en fait l'année d'après, après ont un parcours aménagé entre HEC et l'X, mais ils vont comme tous les X faire un passage dans l'armée, ils défilent le 14 juillet, etc. C'est des vrais X. Moi, typiquement, j'ai fait un M2, donc un Master Spé. Enfin, c'est pas exactement, je sais plus si c'est un Master Spé. Je crois pas que ce soit pareil, mais Non, ouais. non, non, c'est un DD, enfin, c'est un diplôme conjoint. Mm. Mais du coup, moi, je mets sur mon CV HEC et Polytechnique, mais c'est une énorme fraude. Ouais. Je suis pas du tout polytechnicien, au même titre qu'à mon sens, ceux qui arrivent en M2 à HEC ne sont pas du tout des vrais HEC. Comme ça, c'est dit. Allez, hop. Salut, j'aimerais beaucoup faire de la finance de marché et donc il faudra. Attends, mais il y a un deuxième. C'est quoi le vrai DD avec l'X? C'est genre le programme Grande École de l'X. Ouais, ouais, Adam, exactement. Donc c'est des mecs qui ont le programme Grande École d'HEC et le programme Grande École de l'X. Et ça, il y en a 3-4 côté HEC. Je sais pas si côté X, il y a plus de gens qui y arrivent, je pense, parce que mine de rien, les attentes sont pas forcément les mêmes. Et un mec qui a fait l'X est avantagé, je trouve, sur ce type de concours.
Mais ouais, c'est ça. Salut, donc LD Gaming. Faire de la finance de marché. Donc, il me faudra un diplôme d'ingénieur. Ouais, maintenant, la tendance, elle est plus côté ingénieur, mais il faut faire une MPSI et potentiellement avoir une bonne école, car j'aimerais beaucoup le DD. Ouais, ça, attends, c'est vraiment le fouillis, là. Est-ce que ce serait plus facile en essaye de reformuler LD Gaming, c'est un peu le bordel. Donc, dis-moi, je dois faire ça ou ça. Et pareil, en ingénieur, je serais pas forcément de bons conseils sur les équivalents. Honnêtement, tu regardes plutôt les classements, plutôt ce qui se fait parce que ça s'actualise. Aujourd'hui, je peux donner le classement il y a 5 ans, qui sera pas forcément le bon. Est-ce qu'il y a vraiment une énorme différence entre une licence d'économie à la Sorbonne et dans une prépa ECG? Bah, c'est ce qu'on se disait, Bilal, mais en gros, normalement, si tu fais maths pro, t'as le niveau L2 de maths quand tu finis ta prépa. Non, mais moi, je vais je vais te répondre, parce que pour le coup, moi, Mm, j'ai la donnée là-dessus sur la Sorbonne. Moi, mm, j'ai fait en un an une L3 à la Sorbonne. mm. Je pense que si je rapporte le temps engagé dans cette licence 3 à l'année, enfin par jour, tu vois, j'ai dû bosser peut-être quelques minutes par jour ma licence. Il se trouve que nous, c'était l'année du Covid. Donc en plus, j'ai eu une dispense d'assiduité que j'avais demandé un peu au préalable. Je suis allé genre à 2 TD et mon niveau de prépa, c'est pas, enfin, c'est évidemment l'éco était une de mes matières fortes, hein, donc c'était un intérêt particulier. C'est aussi pour ça que j'ai pris cette licence. Mais le niveau de prépa, si tu prends un équivalent, par exemple, note plus de 16 au concours, avec tous les biais que ça peut avoir, c'est un niveau L3 d'économie. Si ce n'est même, tu vois, si t'es vraiment bon en prépa en ESH, c'est voir un niveau CAPES de SES. Nickel. Ahmed, tu fais point d'exclamation Discord. Master of Science and Technology, c'est celui de Simon. Ça doit être ton master, c'est ça? T'as stalké? Bah, j'imagine. Moi, c'est le master peak. C'est un peu compliqué en fait. Maintenant, il y a une réunion d'école, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis donc là, j'ai ma remise de diplôme dans un mois à Polytechnique. Donc, c'est un diplôme de Polytechnique, mais j'ai aussi un diplôme de télécom. J'ai aussi un diplôme de l'ENSAE. Et genre, le master peak, c'est un master en fait de recherche qui est conjoint entre plusieurs écoles, mais c'est une incompréhension totale. C'est-à-dire que je suis diplômé de toutes les écoles du plateau de Saclay, dont certaines où j'ai jamais mis les pieds. Il est alumni de Et tout. Il est alumni de tout. limite, c'est un truc, enfin, c'est trop. C'est-à-dire que tu vois, tu pourrais même pas mettre sur mon CV ou quoi, les vrais diplômes que j'ai, Ouais, ça parce fait qu'on trop se dirait, fraude. mais attends, Faut là, choisir. il est en train de nous mettre les MOOC, Ouais. c'est un truc pour ceux qui sont pas familiers avec LinkedIn. Il y a des gens qui vont mettre, par exemple, Harvard ou MIT sur leur LinkedIn, juste parce qu'ils ont vu, ils ont validé un MOOC de Harvard ou du Un MOOC, c'est MIT, un cours en ligne, les gars. Genre là, par oui, un exemple, MOOC, c'est je un peux cours. prendre le cours sur Shakespeare d'Harvard. Je paye 100 balles en ligne, ou même c'est gratuit sur Coursera. Je fais le cours d'Harvard sur Shakespeare, et ensuite je vais mettre sur mon ligne. Ah, c'est Mais ça, bon, exactement. globalement, peut-être ça me fait passer des screenings, mais très rapidement, tu te fais cramer, hein. C'est clair. À Euh, part Idriss Aberkan. ouais, c'est le seul. Je sais pas, j'ai pas dit que le sujet, j'ai pas dit, me prenez pas d'assaut. J'ai pas dit que le sujet. Je sais pas s'il a fraudé tout. Je crois qu'il avait fraudé. Après, il a dit j'ai fraudé un des diplômes sur les 9 que j'ai, ou je sais pas. Mais il y a un truc comme ça. Alors attends, vous en pensez quoi des CPE? Moi, j'aime pas les CPE. J'aime pas. Les CPES, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. PES, c'est une alternative qui a été poussée par le ministère il y a peut-être une dizaine d'années, Hmm. qui est en gros un peu un intermédiaire entre la prépa et la fac. Peut-être que tu connais PSL. Oui. Bah en gros, PSL, c'est un peu la figure de proue des CPES, et t'as des cours de prépa et un rythme, enfin, et tu passes pas de concours, tu vois, à la fin, C'est t'as la une prépa licence. D2, quoi. La D2. C'est Pas pas pareil? exactement ça. Ok. C'est un peu des trucs conjoints. Honnêtement, si vous, enfin, tout dépend des raisons pour lesquelles vous y allez, hein. C'est comme à Ouais. chaque fois. Parce que si c'est vraiment une manière d'éviter la prépa, faut voir pourquoi. Je pense que c'est dommage parfois de prendre la forme de la chose sans le concours, parce qu'en fait, il peut y avoir un côté un peu impressionnant, mais en fait, si on met les choses en perspective, en prépa, bah, ce qu'on ne dit pas assez souvent, enfin, moi, j'ai l'impression de le répéter tout le temps, mais c'est que il y a plus de places en école de commerce que d'étudiants en classe prépa. Donc en fait, vous avez l'impression que vous jouez votre vie à pile ou face, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que vous êtes sûr et certain et assuré d'avoir une école. C'est juste après quelle école. Laquelle? Voilà, Ouais. ça, c'est évidemment la question. Mais en fait, en CPES, les continuités de parcours sont pas forcément si évidentes que ça. Et en fait, c'est comme à la fac, quoi.
si vous voulez les meilleurs masters, etc., il faut que vous soyez top 2, top 5 de votre licence. Et ça, franchement, c'est chaud, quoi. Si vous voulez si vous dirigez sur un CPES par un peu volonté d'esquiver la classe prépa, c'est pas une bonne raison. Si en revanche il y a des CPES qui vous intéressent parce que c'est beaucoup plus pluridisciplinaire, avec une approche plus proche de la recherche potentiellement, enfin bref, il y a plein de raisons. Oui, ça peut être une très bonne option. Est-ce que c'est mieux de faire ECG et d'avoir ESSEC par exemple, et ensuite de faire un double diplôme avec Centrale Supélec ou MPSI, mais ce sera plus dur d'avoir Centrale? Je suis mitigé. Non, si tu veux être ingénieur, tu vas pas t'amuser à faire des moyens détournés où tu te dis attends, je vais avoir l'ESSEC pour ensuite faire un double diplôme et avoir l'école d'ingé. Ça marche pas comme ça. Si ton objectif numéro 1 c'est d'être ingénieur, tu vas en prépa ingé ou en ingé post-bac et tu te la butes et tu auras ton école d'ingénieur. Enfin, je veux dire, il faut pas s'amuser à faire des calculs bancals comme ça. Ça, la CPES en province, mon pote a réussi à être admis à Dauphine l'an prochain. Bah voilà, tu vois l'examen. Pas mal. Messieurs, quelques questions supplémentaires. Messieurs, mesdames et messieurs, quelques questions supplémentaires où je dois libérer. J'espère libérer Simon avant 20h. Voilà. Il a un dîner. Non, je sais pas, j'invente. Mais c'est plus facile de faire double diplôme ESSEC Centrale Supélec. Bah, moi, je réfléchirais pas comme ça, LDA. Honnêtement, parce que c'est pas le même métier, en fait. Si tu veux être ingénieur, aller à l'ESSEC, c'est pas le même métier, en fait. Donc, imaginons tu te foires et t'as que, entre guillemets, le SCP ou que, entre guillemets, le M Lyon, et que t'as Centrale Lyon, est-ce que ça te conviendra? Est-ce que tu joueras le double diplôme? Moi, je ferais pas ces calculs-là. C'est ça, Attends, ça va revenir. Vas-y, pardon, vas-y, Simon. non, mais c'est clair, faut plus se dire qu'est-ce qui m'intéresse le plus. D'ailleurs, tu vas beaucoup plus performer dans ta filière en classe préparatoire si tu hésites entre MPSI et ECG. Tu vois, typiquement, nous, on a aujourd'hui des dossiers qui arrivent très bons en maths et qui postulent à une filière, mais qui nous disent, voilà, en fait, en réalité, j'hésite entre le CG ou la MPSI. En fait, il faut juste te dire, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire pendant 2 ans et qu'est-ce qui t'intéresse. Tes résultats seront bien meilleurs et peu importe la filière. Et après, dans tous les cas, de plus en plus, il y a des voies poreuses dans un sens ou dans l'autre. Mais disons que si on prend les top écoles d'ingé et les top écoles de commerce, à part quelques métiers très mathématiques, ça t'ouvre à peu près les mêmes portes. Et je mets à part, si tu veux bosser chez Thales dans les réacteurs ou si tu veux construire des ponts, hein, mais dans la majorité des métiers auxquels tu as accès, voilà, si tu as une très bonne école, ça t'ouvre les portes. Et en plus, il y a des voies de transfuge dans un sens ou dans l'autre. Et là, il y a eu un bel enchaînement de questions que j'aime pas sur DD ESSEC central ou HEC seul. Encore une fois, ça dépend. Si tu comptes en nombre de portes ouvertes, évidemment, DD ESSEC central, parce que bah, tu touches à des métiers d'ingénieur. Maintenant, si tu comptes, est-ce que je suis à la pointe de mon domaine? Enfin, je veux dire, si en conseil, comme on l'a dit tout à l'heure, oui, HEC, ça t'apporte plus de débouchés. Mais si tu veux être ingénieur et que tu me fais DD ESSEC central ou juste HEC, bah ouais, ça marchera pas. Enfin, la question à laquelle vous devez répondre, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux faire ou c'est quoi mon but? Et puis surtout, il y a des DD Essai Central ou des HEC seuls qui arrivent pas à trouver de taf. Enfin, je veux dire, à un moment, ça sert à rien de considérer que le diplôme est une arme absolue contre tout. C'est-à-dire que c'est aussi votre approche et votre capacité à considérer que une fois que vous avez ça, c'est très bien, mais la vie ne s'arrête pas là. Il faut Ouais. continuer à charbonner. Et d'ailleurs, c'est souvent une illusion de beaucoup de préparationnaires, c'est considérer que si tu as bien bossé pendant 2 ans, t'as un top 3, t'as HEC, t'as Polytechnique si t'es en MPSI. Très bien, bravo. Et en fait, malheureusement, tu as encore 40 ans de carrière devant toi et si ça s'arrêtait au bout de 2 ans, ça se saurait, quoi. Il y aurait Mm. peut-être plus de gens qui se motiveraient à faire une classe préparatoire pour ensuite être peinards pendant tout le reste de leur vie. Ça se passe pas comme ça. Donc Ouais. en fait, t'en as qui vont avoir schéma et qui vont s'en sortir bien mieux que les deux Ouais, profils que t'as cités. globalement, au bout de 2, 3, 4 ans, les écoles se lissent au niveau du CV puisqu'on va plus considérer tes dernières expériences. Ton école, ça te donne un gros coup de boost au début. Et aussi dans ton réseau, encore une fois, j'aime pas ce terme, mais dans les gens que tu vas rencontrer, les débouchés que tu peux avoir, les discussions de comptoir que tu peux avoir, ça t'apporte un gros plus. En revanche, ouais, si au bout de 10 ans, ton seul argument de vente, quand tu fais un entretien, si j'ai fait HEC, se poser des questions. Des questions. Normalement, en 2, 3 ans, tu commences à avoir accompli des trucs qui pèsent un peu plus sur la balance que juste ton diplôme. On gagne le plus en ingénieur ou en commerce en sortant des meilleures écoles dans ce domaine. Ah, Ouais, sacrée question. Enfin, tu vois, les mecs de l'X, t'inquiète pas, ils vont aux États-Unis, ils sont pas mal aussi, hein. Ils font quant, ils sont dans des hedge funds, ça marche. Mais globalement, le très très haut niveau. non, mais pour moi, Ouais, cette c'est question, dur. elle a aucun sens. Ouais. Elle a aucun sens.
C'est-à-dire, en fait, si tu veux optimiser tous tes choix vis-à-vis de la rémunération potentielle que tu peux avoir, alors ouais, soit la rémunération, enfin, là où tu pourrais gagner le plus d'argent, c'est en créant une boîte dans la tech et en la revendant et en prenant pas mal de millions au passage. Mm. Si tu veux la voie la plus assurée, tu fais effectivement une école d'ingé. Et ensuite, tu vas soit bosser en finance, en quant, ou bosser chez Google dans les gros jobs en tech où tu gagnes entre 350 et 400 000 euros par an aux États-Unis. Et là, tu es à peu près sûr de très bien gagner ta vie. Ceci étant, voilà, enfin, J'espère que c'est pas la seule métrique que tu vas considérer. c'est ça, exactement. Fafa, est-ce que tu comptes faire une vidéo sur tous les petits tips de prépa dont on parle rarement? Équilibre de vie, santé mentale, organisation perso, etc. Là, je bosse sur une vidéo un peu là-dessus. Elle sera pas brandée full prépa, mais elle arrive, j'espère, sous 2-3 semaines. Je m'engage là, mais enfin, je m'engage pas justement. Je vais voir, mais je travaille là-dessus. Je travaille sur l'opti en mode pourquoi on peut travailler moins et avoir de meilleures notes, globalement. Salut JL Videur, à l'international, est-ce que la Sorbonne, Sorbonne Université, c'est plus coté que les écoles d'ingé commerce françaises? Tout dépend laquelle. Si tu me parles de l'ESC Chambord, je pense que ça n'existe pas, comme ça je tacle personne. Ouais, la Sorbonne, ça pèse plus. Et pareil, ça dépend de ta filière. Si t'es, je dis n'importe quoi, j'ai pas, enfin, si t'es en histoire à la Sorbonne et que tu considères Google aux États-Unis, bah Google en a rien à foutre que t'aies fait histoire à la Sorbonne. C'est-à-dire, faut vraiment que tu cloisonnes plus. Non, mais après, ce qui est sûr, c'est que la Sorbonne a une image, une réputation qui, à l'international, si on prend le mot à l'international comme ce qu'il est, savoir quelque Mm. chose de très très vague, c'est réputé. Et ce sera Ouais. beaucoup plus réputé que le SCP, post-prépa, etc. Alors Mm. qu'en fait, à niveau équivalent et à compétences équivalentes, en fait, potentiellement, la Sorbonne, ça veut rien dire, évidemment, parce que c'est un nombre incalculable d'étudiants, de filières, et en fait, entre histoire de l'art, économie, gestion et maths, c'est des profils d'élèves hyper différents, au droit, j'en sais rien. Mais effectivement, pour le coup, c'est vrai que la Sorbonne a une connotation à l'international. Ceci étant, cette connotation internationale, enfin, je veux dire, c'est la même que être français. Enfin, je veux dire, Oui, on je va suis pas te d'accord. recruter parce que on va pas te recruter parce que t'es français. Ça va participer à un imaginaire de t'es peut-être romantique, tu Mais tu sais que t'aimes le fromage. quand j'étais au lycée et que j'entendais telle personne a eu la Sorbonne, je me disais, ouais, tellement stylé la Sorbonne. Alors que, en fait, bah, ouais, il y a limite plus de place à la Sorbonne que d'élèves qui postulent à la. Enfin, non, j'abuse parce qu'il y a plein d'autres facs, mais je veux dire, il y a beaucoup de places, beaucoup de filières, il y a des trucs pas du tout sélectifs. Et la Sorbonne rayonne vraiment parce que c'est Paris. C'est genre, oh, you study at la Sorbonne. Un peu C'est ça, ça. exactement. C'est Emily in Paris, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Juste que tout le folklore français à l'étranger a donné du buzz à la Sorbonne. Buzz injustifié parfois. Hein. Exactement. Réponds à ma question au-dessus. La question au-dessus, c'est quoi? Ouais, je peux pas scroll là. Ça me dire c'est tellement réel. Mais bon, mais après, enfin, il y a des filières très cool aussi à la Sorbonne. Enfin, honnêtement, avoir un master. Oh là, je déteste ces questions. Je déteste. Vraiment, avoir un master finance à la Sorbonne, c'est l'équivalent de quel diplôme de finance dans les grandes écoles de commerce? C'est là, j'ai vraiment pas envie de te répondre. Donc, soit Simon, il t'envoie te faire foutre aussi. Soit, c'est, les gars, là, vous êtes en train de me dire, c'est qui le meilleur entre Luffy et Wolverine? Genre, arrêtez, c'est de la merde vos questions. Vous demandez des. Combien de gorilles, là, pour, Ouais. D'ailleurs, combien en d'humains pour passant, un gorille? pour moi, un groupe de 100 mecs démonte le gorille, hein, juste. Ah, bah, ça, moi, je pense on pourrait en discuter longtemps. Parce Ah, t'es que, pas d'accord? potentiellement, bah, en fait, juste, c'est vraiment, hyper basique. Enfin, je pense que, en fait, deux mecs peuvent ken un gorille, Ah oui, voilà. mais, Moi, je me demande si Francis Ngannou peut pas démonter un gorille en 1v1. ah non, mais après, moi, pour moi, c'est plus en fait, tu construis un piège, tu fais des armes. Enfin, c'est toute la différence entre l'homme et le gorille. Mais Ah là, oui, moi, je parle même dans l'absolu, genre. c'est ontologique. Non, non, moi, je parlais pas d'un combat de MMA parce que pour le coup, c'est vrai qu'un gorille, c'est quand même assez puissant. Mais tu penses que du coup, 100 mecs contre un gorille full frappé, genre mieux tapé, vraiment pas de Ah, réflexion. on est vraiment en train de se poser cette question. Bon, c'est pas grave, on en parlera une autre fois. Hors caméra. C'est vraiment seconde classe. Ouais, ouais. D'ailleurs, prenez Non, mais en Sélection fait, Podcast pour regarder première classe. n'hésitez pas à aller regarder les derniers épisodes. Il y en a d'autres qui arrivent Ouais. très quali. Ouais. Pour répondre à ta question, une des forces des grandes écoles versus la Sorbonne, c'est potentiellement la proximité avec les anciens et la possibilité, si tu veux accéder à des jobs en finance, de pouvoir faciliter une prise de contact. Tu vas peut-être être techniquement
bien meilleur si tu sors du master en finance à la Sorbonne qu'un quelqu'un qui sort de l'EDEC, par exemple. Mais en fait, tu auras potentiellement moins les codes, moins la préparation, moins aussi même les tips pour quand postuler, comment postuler, que faire, etc. Et donc, ça va faire une différence. Je pense qu'aujourd'hui, il y a évidemment dans les jobs en finance, et encore une fois, finance, ça veut rien dire. Enfin, il y a finance de marché, finance d'entreprise, etc. Enfin, là, on est en train vraiment de dire des choses très, très généralistes. Donc, les conseils valent pas beaucoup. Mais une des forces des écoles de commerce, c'est vraiment la force du réseau. Et même, je vais aller plus loin que ce que tu viens de dire. Tu parles de la proximité avec les anciens, mais à la fac, il y a même la question de la proximité avec les actuels. Je veux dire, quand tu es à la fac et que c'est un grand bain, que t'as pas forcément de groupe, etc., ça n'a rien à voir avec une promo, une école. Globalement, dans ta promo HEC, il y a peut-être 100 types que tu peux appeler. Et sur ta promo, je veux dire, appeler et demander un service. Enfin, la fac, c'est pas trop comme ça. Hein. J'ai pas fait la fac, hein, mais en tout cas, de tous mes proches et les personnes qui ont vécu ce truc-là, c'est pas la même ambiance. Louis le City, Simon est un élève. Non, Simon, c'est un camarade de promo d'HEC. On a intégré ensemble et il a ouvert sa classe préparatoire. Il fonctionne très bien. Wade. Salut Simon, est-ce que tu comptes... Ah ouais, les questions, c'est que pour toi. Est-ce que tu comptes un jour ouvrir une classe de filière ECT chez Wade Prépa ou trop niche? Écoute, c'est une question qu'on se pose. Ça fait pas partie de nos projets à court terme. On va privilégier plutôt soit l'ouverture d'autres classes préparatoires scientifiques. Donc là, on va déjà lancer la MPSI. L'idée, c'est d'avoir en 2 ans les résultats équivalents à ce qu'on a eu sur le CG, à savoir en gros être dans les top prépa et avec des élèves qui intègrent les meilleures écoles. Donc ça, on va commencer par le faire en MPSI, ensuite sûrement des filières PCSI, etc. Euh, le CT, pas tout de suite. Pas tout de Non, suite. c'est clair. Je préférais ouvrir d'autres campus en ECG, notamment tu vois avec des internats, potentiellement ouvrir des choses hors de Paris, voire même hors de France. On a pas mal de pistes là-dessus. Plutôt que une ECT que je connais moins. Mais en revanche, ça ferait sens. Enfin, faudrait tester. Euh, faudrait tester. Genre, ça fait pas partie de nos projets parce qu'on n'y a pas trop pensé. Mais moi, ça me plairait bien d'ouvrir une ECT en tout cas. Il y a une question qui me fait rire. De philosophie, non, pisolophie. Quel type de poste bien rémunéré pour se taper les couilles en TT post-top? Et c'est quoi? Tu me parles des jobs fantômes? Je sais pas. Je sais pas. Bien Je rémunéré? comprends même pas je comprends même pas la question, mais c'est très drôle. Ouais. Non, il veut dire en gros, il veut pas bosser, avoir un maximum de TT, un maximum d'argent. Moi, je pense que dans l'équation là, il y a un problème parce que ça se prête pas forcément aux écoles de commerce, le côté bien payé et pas beaucoup de taf, mais plutôt aux ingénieurs, parce qu'en fait, ton code, il y a que toi qui le regarde, il y a que toi qui le connais. Donc, je connais des gars qui bossent dans des scale-up et qui se tapent du code et qui travaillent peut-être 2 jours par semaine et qui remplissent vraiment le quota le plus élevé du barème de leur boîte, etc. Si t'es bon, hein, si t'es bon. Mais honnêtement, après, ouais, il y a les gros groupes type CAC 40. Je me demande, c'est pas bien rémunéré, je pense. Mais je me demande à quel point l'inertie est pas de mise, genre. Je pense que ça se bouge pas beaucoup en grand groupe. Ça dépend si t'es chief Je of sais pas, staff, d'un dirigeant ou si t'es juste un sales tech. Je pense pas que tu touches un sales tech. Je pense pas. Je pense que enfin, un bon sales tech, c'est un mec qui charbonne, hein, globalement. Ouais, les devs, c'est cheat code. Moi, je pense que le mieux, c'est dev dans un truc un peu niche. Genre pas juste dev Python, mais dev un truc niche où en mode t'es le seul owner de ton sujet. Là, je pense que vraiment, que tu travailles 2 jours ou 6 jours dans la semaine, bah personne pourra dire si t'as bien avancé ou pas. Mais bon, est-ce que vous jouez à Valide? Ah, je comprends rien, frérot. Valorant, tu veux dire? Je suis matrixé. Et non, mais je pense là, on a fait un beau petit tour là. Est-ce qu'il y a des questions où en mode vous vous dites, les gars, si j'ai pas la réponse aujourd'hui, euh, bah, je pense ne pas continuer demain ma vie. Ou s'il y en a pas, on va bientôt cut. Il est quand même 19h55. Tu vois, Valorant, t'es compatible avec le travail en MNS, c'est chaud. C'est chaud. Trop tard pour devenir dev. Physiologie dans une autre vie, peut-être. Et prépare, regarde des absences sur les bulletins, même si elles sont justifiées. Non, je pense pas. Non. Ce genre de questions, honnêtement, si t'as 2 absences, normalement, ça va. Enfin, si tu poses cette question, c'est que t'as vraiment 600 000 absences. Ils peuvent regarder. Ouais. Mais si c'est justifié, il y a moins de sujets, hein, mais en fait, voilà, tout dépend quelle prépa, quel degré de sélectivité. Si tu parles des top 5 prépa, en fait, de toute façon, ils vont prendre que les majors de toutes les classes. Donc voilà, dès que t'as un petit signal faible,
ton dossier, c'est compliqué. Il y a beaucoup plus de gens qui candidatent en prépa cette année par rapport à l'année dernière. Oui, il y a eu un rebond massif de la prépa. Très content d'y avoir contribué. Le mec avec un boulard énorme. Non, mais ouais, la prépa est en train d'être revalorisée par les élèves, par les gens qui en parlent, et c'est cool, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la parole, et ça a occasionné un rebond. Et donc, non, c'est cool, c'est cool. Il y a beaucoup. Bah, du coup, ça fait plus de sélectivité, j'imagine, côté prépa. Mais je sais pas, c'est quoi ton ressenti dessus Bah écoute, moi je pense que c'est effectivement lié à plein de choses. La prépa, ça fait 20 ans que les gens disent ah les prépas, c'est pas un modèle d'avenir, etc. Il y a plein de défauts à la prépa, plein de spécificités, c'est une filière que française, etc. Je pense qu'il y a plein de choses qui font que qu'il y a un rebond. Je pense qu'il y a un peu une angoisse aussi vis-à-vis du futur liée à l'IA, au potentiel remplacement, etc. Qui potentiellement dans les stratégies d'élèves ou même de famille font se tourner vers la classe prépa et les entre guillemets hard skills Merci, Vider. qu'elle procure, ou en tout cas en fait la capacité à s'adapter dans le futur. Donc que ce soit ECG ou MPSI, il n'y a jamais eu autant d'élèves aujourd'hui en prépa que jamais. C'est fou. Donc en fait, là où on dit que la prépa est une filière condamnée, etc., c'est absolument pas ce que disent les chiffres. On verra si ça va continuer. Potentiellement, dans 2 ans, il va y avoir de nouveau une baisse. Puis je pense que des gens vont s'exciter. À mon avis, voilà, il y aura dans tous les cas toujours des étudiants pour aller se challenger et tester la classe préparatoire. Là où la classe préparatoire est menacée, c'est plutôt dans les plus petites prépas. Il y a rien de méprisant là-dedans, parce qu'en fait aujourd'hui, faire une classe préparatoire pour intégrer la 27e école de commerce, effectivement, moi c'est pas quelque chose que je recommande et je conseille beaucoup plus d'aller à la fac ou autre et chercher d'autres potentiels parcours. Euh, mais voilà, on verra ce que ça donne. La dynamique est bonne, mais ne nous excitons pas non plus. C'est quoi vos conseils pour l'été avant la première année de prépa? Est-ce que vous conseillez de s'avancer sur le programme de première année? Pas du tout. Pire chose à faire de mon côté. Je sais pas si Simon a le même avis, mais de mon côté, ça sert à rien. Ça sert à rien. Attends, redis-moi la question parce que j'étais en train de relire Clair Obscur. Est-ce que avant avant l'été juste avant la prépa, tu conseilles de s'avancer sur le programme? Non, absolument pas. Ouais, moi je trouve que vous pouvez travailler. L'idée, c'est quand même d'arriver en forme et de profiter de votre été. Vous pouvez travailler, mais uniquement dans le sens de consolider vraiment vos acquis entre la première, enfin la terminale et la classe préparatoire. Il y a aucune, enfin, vous aurez pas beau passer un mois à vous avancer soi-disant sur le programme de maths, en fait, vous allez faire l'équivalent en 3 jours en classe prépa avec votre prof. Donc ça sert à rien et profitez de votre été. tu peux consolider tes bases, mais pas t'avancer sur le programme de l'année d'après. Est-ce possible de basculer dans L3 de maths en même temps que l'école de co en sortant de maths en même temps? Ouais, bah ça s'appelle un double diplôme. Quand tu arrives en école, en tout cas à HEC, on te propose de faire un double diplôme. Tu peux le faire à la Sorbonne, par exemple, et du coup bah, tu as ta licence de maths et en même temps, tu es dans ton école. Tu as tout gagné. Vaut mieux faire un stage en Malaisie dans une boîte mid ou bien dans un labo reconnu en France, sachant que je veux travailler partout, sauf en France. Bah, dans ta question, il y a la réponse. GM Leader, si t'as vraiment pas envie de travailler en France, tu te casses en Malaisie et tu fais ta carrière. Et ouais, t'as fait, ok, très bien, t'as fait un labo mid au début et t'iras dans un labo moins mid jusqu'à avoir un top labo. Mais si tu veux pas bosser en France, perds pas ton temps. À moins que, je connais pas le marché des labos et du recrutement en termes de labos, mais à moins que ce labo qui est ouf en France t'ouvre des portes de fou à l'étranger. Pas si c'est un truc de, je sais pas, de pharma ou un truc comme ça, peut-être. Mais si t'as vraiment pas envie, pas besoin de t'infliger des trucs atroces, hein. Tire-toi. Premier maths PC, parce que je crois que ça casse, parce que pour les maths à pro. Ah oui, Elias, ouais, parfois le critère, c'est il faut avoir fait maths à pro. Là, en l'occurrence, ça dépend de ton école. Je sais pas trop. Parce que ouais, il y a quand même un gap entre maths appliquées et maths à pro. Mesdames et messieurs, mot de la fin et on clôture ce live. J'essaie de remettre des petits concepts, des petits lives, parce que là c'est un peu galère de gérer YouTube, les lives, le taf. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Merci Simon de nous avoir donné du temps là sur ce live. On verra si on en refait un autre plus tard, je sais pas. Mais voilà. N'hésitez pas à passer sur Insta. Je suis actif dessus pour le coup. Je vous donne pas mal de petites stories et tout de temps en temps. Et je mets des reels. Et puis merci d'avoir suivi ce live. Passez une bonne soirée, un bon dimanche.